Mathilde Sirot du Figaro est là. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Benjamin Duhamel de BFM TV. Et bonsoir Sébastien Chenu. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes député Rassemblement National du Nord, candidat tête de liste pour les élections régionales dans la région des Hauts-de-France. Nous allons passer cette heure ensemble. Nous avons beaucoup de questions à vous poser. Tant sur l'aspect régional évidemment que sur les questions d'actualité plus générales, plus nationales. Commençons avec ce qui se passe dans les Hauts-de-France. Les sondages sont serrés, mais le sont-ils suffisamment pour vous permettre de gagner dans les semaines qui viennent? Oui, je crois parce que d'abord, nous sommes le Rassemblement national, au niveau national, en dynamique. C'est-à-dire qu'au moment où les Français commencent à s'intéresser à cette campagne régionale, c'est-à-dire maintenant, la réalité c'est que les Français commencent à s'y intéresser maintenant, eh bien notre dynamique va nous permettre de nous porter et nous permettre aussi d'incarner le changement. Moi, ce que j'entends ici et là, à chaque fois que je me balade dans la région, à chaque fois que je fais campagne, c'est une immense volonté de changement. Or, la région des Hauts-de-France, comme bien souvent d'ailleurs d'autres régions, elle a été gouvernée par l'ensemble des partis du système. Elle a été longtemps gouvernée par les socialistes, elle a été gouvernée aujourd'hui par les Républicains associés à En Marche, elle a même été gouvernée, la région du Nord, l'ancienne région du Nord, par les Verts. Il n'y a que nous, finalement, qui n'ayons pas aujourd'hui été choisis pour faire nos preuves. Eh bien, je pense que c'est à notre tour de montrer que nous pouvons faire nos preuves et gouverner cette région autrement. C'est aussi la difficulté pour les électeurs, Sébastien Chenu, c'est de comprendre ce qui est régional de ce qui est national, faire de ce scrutin un scrutin national en oubliant parfois des enjeux régionaux. Et je viens sur un sujet précis tout de suite. Vous avez décidé, le Rassemblement national, de mettre en avant la sécurité dans les régions. Or, par exemple, c'est une prérogative qui n'appartient pas aux régions. En tout cas, elle n'est pas régalienne, générale. Dans certains domaines, elle peut s'appliquer. Alors, pas vraiment. D'abord, nous n'avons pas décidé de mettre en avant la sécurité comme priorité. Nous l'assumons, nous le revendiquons, mais ce sont les électeurs, les habitants qui considèrent que l'insécurité est leur préoccupation numéro 1. C'est-à-dire que ce qui ennuie, gêne, rend la vie la plus difficile, c'est l'insécurité aujourd'hui, et dans les Hauts-de-France particulièrement. Vous savez, quand on voit les chiffres, malheureusement, je regardais les chiffres des cambriolages qui explosent par exemple en Tirage, c'est-à-dire en Picardie, eh bien tout ça est fort préoccupant. Donc oui, nous assumons de dire que nous allons agir sur l'insécurité. Il faut dire que les autres, c'est le cas dans les Hauts-de-France, n'ont pas du tout agi sur l'insécurité. Ils se sont retranchés sur leurs prérogatives obligatoires en ne les assumant pas, c'est-à-dire la sécurité dans les transports. Vous savez, chez nous, il y a 360 haltes et gares. Le président de région, Bertrand, avait dit « je les sécuriserai toutes ». Il en a sécurisé 30. Vous voyez la faiblesse des dispositifs. C'est-à-dire qu'il a fait des choix politiques qui n'étaient pas au bénéfice de la sécurité des habitants. Mais alors justement, pour être précis et revenir à ma question, ça veut dire qu'évidemment, vous avez des leviers de sécurité sur les transports, et vous avez raison de le rappeler, mais les polices municipales, elles sont du ressort des maires. Non. Elles sont du ressort des maires, les polices municipales, bien sûr. Mais ce que je dis, c'est que nous avons d'autres leviers. C'est-à-dire qu'en fait, sur chaque politique qui est obligatoire, il faut ouvrir un chapitre sécurité. Certains l'ont fait. Dans d'autres régions, il y a des présidents de région qui ont choisi de consacrer un certain nombre de moyens à la sécurité, à l'équipement des polices municipales, devenir des partenaires des communes. Pas seulement d'ailleurs dans l'équipement des polices municipales, c'est aussi de la vidéoprotection, ça peut être les brigades canines, qui se sont dit à chaque fois que j'ai la possibilité de mettre 1 euro pour la sécurité de mes habitants, je vais le faire. Ça a été fait dans des régions, ça n'a pas été fait dans les Hauts-de-France malheureusement. Le chapitre n'a même pas été ouvert. Il s'agit simplement de prendre d'ailleurs le budget et de regarder, il y a une ligne avec 0 euro pour la sécurité. 0 euro pour la sécurité dans notre région. C'est pas raisonnable. C'est la préoccupation numéro 1 des habitants. Il est temps de changer les choses et il est temps de faire passer la sécurité comme priorité. C'est en tous les cas ma priorité. Mathilde. Sébastien Chenu, vous ciblez Xavier Bertrand. Pourtant, une large majorité des habitants de votre région jugent son bilan plutôt satisfaisant. Mais surtout, comment est-ce que vous allez faire pour réussir là où, en 2015, Marine Le Pen avait échoué avec des intentions de vote supérieures aux vôtres, et sachant que dans tous les cas de figure au second tour, c'est Xavier Bertrand qui semble l'emporter, notamment avec potentiellement l'effet du Front républicain. Alors, est-ce que vous le craignez? Méfions-nous des sondages. Je vous donne un exemple, parce que moi je ne crois qu'au résultat des urnes. Dimanche dernier, la semaine dernière, il y avait une élection partielle, une législative partielle dans le Pas-de-Calais. La candidate de Xavier Bertrand n'est même pas allée au second tour. Ce qui fait que M. Bertrand, d'ailleurs, a tout de suite appelé à voter En Marche. Il veut un député de plus, un député macroniste de plus. Donc vous voyez, parfois il y a des surprises auxquelles on ne s'attend pas. Moi je crois qu'il y a 2 chemins qui s'ouvrent. Je le disais tout à l'heure en début d'émission. Notre région, elle souffre,
elle a été gouvernée par les mêmes depuis toujours. Mais et aujourd'hui, tous les indicateurs sont... Les sondages montrent qu'ils sont satisfaits du bilan. Les sondages montrent que les gens sont satisfaits de la région comme institution, et d'ailleurs ils le sont dans toutes les régions. Sans aucune exception, c'est positif dans toutes les régions. Mais le décrochage, pour quelqu'un, vous dites, ils sont satisfaits à 60%. Il y a que 30% des gens, je simplifie, qui votent Xavier Bertrand. Donc il y a un décrochage de 30%. C'est donc en fait, les gens sont satisfaits de l'institution, considèrent que l'institution, elle a vocation à exister, elle peut être intéressante, mais en revanche, ils ne votent pas pour celui qui la représente parce qu'ils considèrent qu'il est passé probablement à côté des deux dossiers principaux, la sécurité et l'emploi. Ce n'est pas un procès que je fais. Je regarde les chiffres et je me dis que notre région est toujours lanterne rouge en sécurité, en emploi, en indicateurs de santé, et que malheureusement, il y avait des leviers ou des choix à faire, ils n'ont pas été faits. Sébastien Chenu, est-ce qu'une des difficultés que vous n'avez pas aussi dans votre région, où il y a un discours du Rassemblement national, notamment en PACA, qui consiste à dire voter à droite, c'est voter en marche. Or là, vous avez un adversaire, Xavier Bertrand, qui lui est un adversaire résolu du chef de l'État, qui l'attaque à chacune de ses interviews, qui veut être candidat à la présidentielle face à lui. Ça vous donne moins d'accroche. En réalité, vous êtes deux adversaires à la politique du gouvernement. Non, parce qu'en fait, qui peut croire que Xavier Bertrand est un adversaire d'Emmanuel Macron? D'abord, sur chaque interview. Mais c'est pas parce qu'il le dit qu'il faut le croire. Enfin, je sais que vous avez une certaine naïveté, Benjamin Duhamel, mais je ne l'ai plus, étant beaucoup plus âgé que vous. Permettez que je ne sois pas aussi naïf. D'abord, sur le fond, ils sont d'accord sur tout. Qu'est-ce qui différencie Emmanuel Macron de Xavier Bertrand? Sur la réforme des retraites, dont on va pouvoir reparler. Xavier Bertrand et Emmanuel Macron sont d'accord. Ils sont entièrement d'accord. Sur l'ISF, ils sont d'accord. Sur les traités européens, ils sont d'accord. Rien ne les différencie sur le fond. Et sur la forme, toutes les listes de Xavier Bertrand sont blindées, truffées de candidats macronistes. Avec nous, il n'y a pas d'ambiguïté. Chez nous, il n'y a pas un candidat qui soutiendra de près ou de loin la politique d'Emmanuel Macron. Et puis la fin de l'histoire, je vais vous dire, on la connaît en fait, Benjamin Duhamel. Si Xavier Bertrand était réélu président des Hauts-de-France, il ne présiderait pas d'ailleurs la région. On ne sait même pas qui la présiderait. Vous voyez la désinvolture incroyable. Votez pour moi, je ne serai pas président de cette région. C'est un vous, peu... si vous êtes élu, je présiderai pendant les 7 années, éventuellement ministre de Marine Le Pen. Je présiderai pendant les 7 années cette région. Si vous voulez, c'est comme si Jean-Baptiste Boursier disait je présente cette belle émission et puis au dernier moment c'est un autre Bordelais, c'est Bernard Montiel qui la présente. Ça change un peu les choses. Admettez-le, ça changerait un peu l'ambiance, ça changerait un peu le questionnement. Donc la réalité, c'est que Macron-Bertrand font les mêmes politiques, le reste c'est de l'habillage. Eh bien moi je pense que la question, on la connaît, l'histoire on la connaît. Si Xavier Bertrand était réélu, il partirait au présidentiel, il ferait 10, 12%, 13% peut-être, et puis il appellerait à voter Emmanuel Macron. Fin de l'histoire, nommé à Matignon, on a compris, la boucle est bouclée. Vous parlez du fond, des différences entre les deux partis. Si je me rends dans le camp des Républicains, Éric Ciotti, par exemple, dans un entretien à Valeurs Actuelles, dit avec le Rassemblement national, ce qui nous différencie, c'est notre capacité à gouverner. Donc finalement, on a l'impression que les lignes se brouillent un peu partout, non? Elles se brouillent pour les Républicains. Je pense qu'il y a aujourd'hui une reconstitution de la vie politique qui a été entamée lors de la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen avait fait ce diagnostic. Il y a dorénavant ceux qui croient davantage en l'Europe, au libéralisme, au mondialisme, et puis ceux qui croient davantage en la nation, en la République, en un État fort. Ces deux pôles politiques sont incarnés d'un côté par Emmanuel Macron, de l'autre côté par Marine Le Pen. Emmanuel Macron, à travers son élection, a fait voler en éclats le vieux système, l'UMP, le PS, etc. Et aujourd'hui, c'est en train de se reconstituer autour des deux forces politiques que je viens de vous décrire. Donc il y a un certain nombre de républicains qui sont Renaud Muselier, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, plutôt intéressés de près ou de loin par Emmanuel Macron parce qu'ils pensent comme lui. Alors il y a des degrés différents, mais globalement, il n'y a pas de différence de fond. Et puis il y a ceux qui pensent au contraire, avec des degrés différents également, que c'est plutôt le discours de Marine Le Pen qui permettra de... Vous les appelez à vous rejoindre, ceux-là? Éric Ciotti, Nadine Morano. Mais bien sûr, nous appelons à nous rejoindre. Je précise pour ceux, pardon de vous interrompre, pour nos téléspectateurs qui ne le sauraient pas, que vous-même vous êtes un ancien... oui, de l'UMP. Avant les LR, donc ça commence un peu à dater. Mais bien sûr que nous appelons les hommes et les femmes, d'où qu'ils viennent d'ailleurs, de gauche, de droite, évidemment, à nous rejoindre à partir du moment où ils considèrent que les choix que nous proposons peuvent permettre de redresser et de protéger le pays. Mais ça veut dire que vous-même, ils sont les bienvenus. Ça veut dire que vous-même, vous voyez des compatibilités idéologiques, des compatibilités sur les envies de mettre en place certaines choses avec ces personnes de la droite? Oui, il y a des gens à droite et des gens à gauche.
Écoutez, quand j'écoute Arnaud Montebourg ou quand j'écoute Jean-Pierre Chevènement, qu'on entend un peu moins aujourd'hui, je me sens de grande compatibilité intellectuelle. Je pense que nous faisons non seulement les mêmes diagnostics, mais que nous proposons un certain nombre de solutions qui se ressemblent. Donc je pense qu'on peut travailler ensemble, on peut gérer une région ensemble, on peut gérer probablement un pays ensemble. Et puis de l'autre côté, vous avez des gens qui considèrent que le modèle qu'incarne Emmanuel Macron leur plaît davantage. Je crois que les Républicains sont sur cette ligne de fracture, exactement sur la ligne de fracture, ce qui les amène à faire des grands écarts absolument impossibles. Vous voyez Christian Jacob aujourd'hui, c'était presque ridicule, qui appelle maintenant à voter Renaud Muselier. Il y a 15 jours, il voulait l'exclure. Renaud Muselier qui héberge 35 candidats d'En Marche. Enfin, ces gens-là n'ont plus beaucoup de colonnes vertébrales. Ils vont finir par ne plus avoir beaucoup d'adducteurs à force de faire de telles gymnastiques. Mais je crois que fondamentalement, c'est la recomposition de notre vie politique qui est en train de se faire. Sur un sujet qui concerne particulièrement votre territoire, à Calais, vous savez, Xavier Bertrand a demandé l'évacuation d'un campement de migrants illégal. L'évacuation a été ordonnée. Est-ce que vous reconnaissez que sur ce sujet-là, par exemple, il a fait ce qu'il fallait? Madame, c'est l'inverse. L'évacuation avait été ordonnée, puis Xavier Bertrand l'a demandé. L'évacuation avait été ordonnée par la préfecture, elle était publique d'ailleurs, puis Xavier Bertrand l'a demandé, alors qu'il savait très bien qu'elle aurait lieu. Vous voyez, il faut dire les choses dans le bon ordre, voyez-vous. Sur les migrants de Calais, que se passe-t-il? Nous avons aujourd'hui 1 millier à peu près de migrants à Calais, c'est-à-dire plus 300 dernièrement. Nous sommes revenus, désolé de le dire ainsi, à la case départ, avec ce qu'il y a comme d'ailleurs difficulté pour les riverains. Moi, je pense aux habitants de Calais qui vivent ça depuis des années, les rixes permanentes, les cris la nuit, etc. Et puis l'État qui va réquisitionner d'ailleurs l'hôtel Formule 1 de Saint-Martin-les-Boulognes pour à nouveau loger les migrants. On n'en sort pas. On sait très bien qu'on en sortira à partir du moment où il y aura un infléchissement de la politique nationale sur l'immigration dans notre pays. Donc il faut fermer les frontières, c'est ça? Mais pourquoi fermer les frontières, madame? Pourquoi tout de suite fermer les frontières? Alors Contrôler les frontières. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de contrôle des frontières, où il y a eu plus exactement un contrôle des frontières très aléatoire et qui n'a duré très peu de temps à partir du moment où c'était une nécessité pour le Covid. Ce qui a montré qu'il était donc possible de contrôler nos frontières. Si on l'a fait pour le Covid, comme nous le réclamions depuis des mois, voire des années, c'est donc qu'il est possible de contrôler nos frontières. On se rend compte aussi, pardon de nous entendre, mais on se rend compte aussi que ce sont d'autres pays qui nous aident à gérer nos frontières. On a vu avec la crise dans l'enclave espagnole au nord du Maroc, c'est le Maroc qui gère une partie de cette frontière. On sait que la Turquie fait du chantage à l'Union européenne aussi sur ces questions. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas aussi simple que ça. Bien sûr. Pas que c'est votre propos, mais ça n'est pas aussi simple que ça. Vous reconnaissez que je n'ai pas dit que c'était simple. Je considère que c'est une autre logique qui doit présider, c'est-à-dire celle de renégocier des accords bilatéraux. On doit renégocier nos accords avec la Grande-Bretagne. Nous sommes aujourd'hui finalement le bras policier de la frontière qui est sur notre sol à Calais. Et puis nous subissons tout simplement. C'est-à-dire que vous voulez renégocier les accords du Touquet, par exemple? Nous devrons renégocier, évidemment. Et puis surtout, on ne peut pas accepter ce que l'Union européenne est en train de faire. Des pays ne l'acceptent pas. C'est-à-dire à nouveau la répartition de migrants, des critères pour accueillir encore plus de migrants. Le Danemark, qui n'est pas un État d'extrême droite, le Danemark refuse de se soumettre au diktat de l'Union européenne. Je crois qu'il va falloir décidément avoir des hommes et des femmes politiques courageux. C'est probablement, au-delà de tout et au-delà des choix, ce qui manque à la France. Juste sur cette question précise, parce qu'elle est extrêmement compliquée, c'est peut-être plus simple pour le Danemark, qui est très très loin de la mer Méditerranée, de prendre ce type de position qu'aujourd'hui l'Italie ou la Grèce, qui, pour dire les choses simplement, gère la quasi-totalité des transits de migrants qui souhaitent arriver. Monsieur, ce que nous défendons, c'est une gestion nationale des frontières. Nous considérons que le peuple français, à travers une gestion nationale des frontières, a le droit de savoir qui peut entrer, qui peut sortir, qui peut se maintenir et pour combien de temps sur le territoire français. Vous posez la question aux Français, ils n'en peuvent plus de l'immigration. Alors si on n'en peut plus de l'immigration, il va falloir prendre des dispositions, c'est-à-dire notamment un moratoire sur l'immigration. Je vois même que les plus mollassons des Républicains comme Michel Barnier demandent maintenant du bout des lèvres un moratoire pour 2 ou 3 ans. Arrêtons cela immédiatement tant qu'il est encore temps. Sébastien Chenu, la polémique de ces derniers jours en Bourgogne-Franche-Comté, la tête de liste Julien Audoul, il y a des révélations de nos confrères de Libération qui ont notamment exhumé un enregistrement où on entend la tête de liste ironiser sur le suicide par pendaison d'un agriculteur, avec notamment cette phrase où Julien Audoul se demande si, je cite, la corde est française. Est-ce que vous condamnez ces propos qui ont été révélés par Libération ?
Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que d'abord c'est en justice et que Julien Audoul a fait le choix d'attaquer le journal Libération puisqu'il conteste formellement ces propos-là. Donc, enfin, on les entend. Non, mais ni vous ni moi ne sommes en capacité de dire ce qu'il en est exactement. Moi, je crois ce que me dit Julien Audoul, c'est-à-dire qu'il conteste formellement. Mais je vais vous dire deux choses. D'abord, si je ne vois pas bien l'ambiguïté qu'il y a dans cette phrase, Monsieur Chenu. Non, mais je vais vous dire des choses. Et dans cet enregistrement, ils doivent être très bons, les sondages, pour Julien Audoul, pour qu'il y ait cet acharnement sur notre candidat aujourd'hui. Mais je vais vous dire, ce qui compte, c'est la réponse qu'un parti politique peut donner lorsque quelqu'un franchit la ligne jaune. Ce n'est pas le cas de Julien Audoul, visiblement. En tout cas, il le conteste. Eh bien, nous, notre réponse, elle est toujours très ferme. Mais je ne sais pas si on parle toujours de sujets aussi difficiles pour les autres. Vous avez vu qu'aujourd'hui, ou hier plutôt, l'ancien attaché parlementaire du député La France Insoumise, Hugo Bernalicis, a mis en ligne une accusation très lourde sur un comportement de harcèlement et de consommation de cocaïne dans le cadre de son travail. Hugo Bernalicis est candidat régional. Qui en parle, monsieur ? Qui en parle? Qui va parler du fait que, je termine, du fait que Mme Pannier-Runacher, candidate dans les Hauts-de-France, est traînée devant les tribunaux mercredi prochain pour inscription frauduleuse sur les listes électorales. Vous en parlez? Non. Alors je veux bien qu'on parle de Julien Audoul. Si je puis me permettre, on en a parlé sur ce plateau. La justice décidera. Là, il y a un propos qui choque. Attendez, il y a un propos qui choque. Christian Jacob, le président des Républicains, s'en prend à Julien Audoul. D'autres candidats, les Républicains, s'en prennent à Julien Audoul. Et on a Marine Le Pen à la mi-journée qui dit... il parlait d'un loup et de la corde, vous dites je ne commande pas, vous comprenez que ça puisse interpeller sur cette phrase qui peut émouvoir pour un parti qui en plus met en avant la solidarité vis-à-vis des agriculteurs et des paysans en détresse. Ne vous faites pas l'avocat d'un dossier que vous ne connaissez pas. France 3, vos confrères de France 3 ont retranscrit visiblement ce qu'ils ont entendu et on parle plutôt d'un loup que d'un agriculteur. Je crois pas. Non mais vous n'y croyez pas, d'accord. Mais je veux dire, ne rentrez pas dans un sujet dont vous ne maîtrisez ni les tenants ni les aboutissants. Vous l'avez dit, la justice fera son affaire. Elle le fera, j'espère, pour aussi M. Bernalicis, pour aussi Mme Pannier-Runacher. Donc quand il y a quelque chose, ça se règle devant les tribunaux. Et puis, si quelque chose était défavorable, nous prendrions nos responsabilités. Nous l'avons toujours fait. Et ça, vous pouvez nous le reconnaître. Juste d'un mot sur les candidats. On a eu récemment une vague de désinvestiture, notamment au départemental. Combien? Gironde, pour des propos antisémites. La Creuse, la Corrèze. 3 donc. À chaque fois, il y a eu des sanctions, ou en tout cas les investitures ont été enlevées, il faut le reconnaître. Est-ce que simplement ça signifie qu'il y a encore un problème d'arrière-boutique ou de choix des candidats au Rassemblement national? Monsieur, pas plus que chez nous, il n'y a de brebis galeuses que chez les autres. Vous savez, Mme Pécresse a dû se séparer d'un de ses candidats dont le fils l'accuse de viol. C'est pas glorieux, pourtant c'est pas la faute de Mme Pécresse. Donc il y a des brebis galeuses parfois. Non mais c'est pas la même chose que des propos antisémites. Non, c'est autre chose. Ah, oui. Mais c'est aussi grave de violer un enfant, non? Bien sûr. D'accord, ok. Donc c'est aussi grave. Donc quand c'est grave, on prend nos responsabilités. Quand on juge que c'est important, donc vous nous avez cité 3 candidats. Sur combien de candidats? 3600 candidats du Rassemblement national. 3 brebis galeuses, elles sont immédiatement mises de côté. Madame Pécresse a mis de côté, je crois, le candidat qui est accusé par son fils d'être violé. Et là aussi, une enquête qui est en cours. On marque une courte pause. À partir de ce moment-là, le même traitement doit s'appliquer pour tout le monde. Nous marquons une très courte pause, Sébastien Chenu. On revient en direct. Merci. Pour la suite de BFM TV SD. À tout de suite. BFM TV SD en compagnie de Mathilde Siraud, Benjamin Duhamel. Nous recevons le candidat tête de liste Rassemblement national dans les Hauts-de-France, Sébastien Chenu, par ailleurs député du Nord. Éric Zemmour se rapproche de plus en plus d'une candidature à l'élection présidentielle. C'est en tout cas ce qu'il laisse entrevoir assez clairement. Ce soir, dans un entretien, on va y revenir. Je propose d'abord d'écouter Marine Le Pen à ce sujet à la mi-journée. Je suis profondément attaché à la démocratie. Tous ceux qui veulent se présenter avec les conditions qui sont posées par la Constitution doivent pouvoir le faire. Est-ce que vous y en tout croyez, cas, ça ne me pose, encore une fois, qu'une interrogation. C'est quel est l'intérêt de cette candidature? Objectivement, c'est une candidature qui peut être aider, en réalité, Emmanuel Macron à arriver en tête aux élections présidentielles, ce que les sondages ne lui accordent pas pour l'instant. Donc vous lui dites... Éric Zemmour, vous êtes un éditorialiste et un écrivain respecté et écouté. N'affaiblissez pas, même un tant soit peu, n'affaiblissez pas le camp national auquel je sais vous êtes attaché. On entend clairement la crainte de Marine Le Pen sur cette candidature. La crainte? Oui. Non, il n'y a pas de crainte, écoutez. Non, d'abord, il n'y a pas de crainte parce que je pense que, Marine Le Pen l'a très bien dit d'ailleurs, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Gérard Chivardi a été candidat, Jean Lassalle a été candidat au présidentiel. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Éric Zemmour est un intellectuel de talent.
Moi, ça fait 20 ans que je le connais. J'ai connu chez Pascal Sevran, Éric Zemmour, vous voyez, chacun a ses mauvaises fréquentations dans la vie. Eh bien, Éric Zemmour est un intellectuel de talent. Ça ne le transforme pas automatiquement en un futur bon président de la République, parce que pour être président de la République, il faut un certain nombre de qualités que je crois on ne peut acquérir qu'à travers un parcours qui est initiatique, qui est celui de tomber, se relever, prendre des coups et en donner. Il ne suffit pas d'avoir l'immense culture qu'a Éric Zemmour et le regard avec lequel nous avons bien des accords sur le monde pour faire de vous un candidat à l'élection présidentielle. Et puis Marine Le Pen le dit très bien, il faut voir à qui peut servir cette candidature. Si elle est faite pour affaiblir le plan national, est-ce que ça a de l'intérêt? C'est pour ça, alors j'ai utilisé le mot crainte qui ne nous a pas plu, mais c'est au sens électoral, vous le dites vous-même. Ce sont des voix qui pourraient vous revenir et qui iraient potentiellement à Éric Zemmour. Du coup, ça veut dire un résultat amoindri pour Marine Le Pen et du coup, ça remet l'écart. Boursier, vous n'en savez rien. Ce sont aussi des voix qui pourraient être prises aux Républicains, vous savez, à des LR qui pensent comme le Rassemblement national, mais ne veulent pas voter pour lui et qui trouveraient quelque part un refuge dans un vote Éric Zemmour. Ça pourrait aussi affaiblir énormément la candidature des Républicains. Donc je pense que Éric Zemmour fera ce qu'il voudra, fera ce qu'il pensera utile et juste pour notre pays, parce que je pense que la seule question à se poser dans ces cas-là, quand on a une telle démarche, c'est est-ce que ce que je fais est utile pour mon pays, et pas simplement utile pour le débat d'idées. Le débat d'idées, Éric Zemmour le fait fort bien vivre. Mais est-ce que être candidat au présidentiel est utile pour mon pays, ou est-ce que c'est simplement un tour de piste? Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, surtout quand on posait la question à Marine Le Pen? Elle disait, en réalité, on avait le sentiment qu'elle essayait d'expliquer qu'Éric Zemmour était encore plus à droite qu'elle, et que sur un certain nombre de sujets, sur le pessimisme d'Éric Zemmour, sur la question du grand remplacement, sur même ce qu'on appelle la politique de remigration, c'est-à-dire cette volonté affirmée par certains de vouloir renvoyer des personnes sur le sol national en dehors de la France. Est-ce que vous avez des divergences? Bref, est-ce qu'Éric Zemmour, ça peut faire un ministre d'un gouvernement Marine Le Pen en 2022, ou est-ce qu'au contraire, il est beaucoup trop à droite pour vous? Nous avons évidemment des divergences. Éric Zemmour, par exemple, est probablement économiquement plus libéral que moi. Il est pour, je pense, une présence de l'État qui soit moins forte ou moins interventionniste dans l'économie. Je pense qu'il l'assume très bien. Nous avons cette divergence d'approche. Il est probablement sur les sujets de société plus conservateur que moi. Voilà, ça, ce sont des réalités. Mais je pense que nous participons à travers nos prises de position et nos propositions d'une même vision globale de ce que la France doit être et surtout de ce qu'elle doit préserver, la façon dont on doit la protéger. Mais ça peut être un allié en 2022. Ça peut être un allié en 2022 éventuellement pour gouverner. Moi, je le situe du côté des alliés, je le situe du côté de ceux qui permettent de préserver les grands équilibres de notre pays et le protéger. Il n'y a pas de doute. Est-ce que justement vous allez essayer de parler avec lui, parler avec d'autres pour éviter cette multiplication de candidatures entre la droite et vous, et même au-delà, qui pourrait provoquer un éparpillement des voix au détriment de Marine Le Pen? Vous savez, la multiplicité des candidatures, elle révèle d'intentions personnelles. Regardez à gauche, la multiplicité, la foultitude de candidats qui se sont avancés. Il y a toujours beaucoup de monde. Justement, il y a toujours beaucoup de monde sur la ligne de départ un an avant, et il n'y a pas souvent les mêmes candidats que ceux qui étaient annoncé au moment de l'élection présidentielle. Souvenons-nous, un an avant les présidentielles la dernière fois, ça devait être Alain Juppé, qui devait être désigné par les Républicains, gagner la primaire et gagner évidemment la présidentielle. Il n'a même pas été désigné candidat de sa propre famille politique. Donc méfions-nous de tout ça. Attention aussi à chercher toujours le mouton à 5 pattes, parce qu'en fait on pense comme Marine Le Pen, mais on ne veut pas voter comme Marine Le Pen. Il y a un certain nombre de gens qui ont ce discours-là. Alors on cherche, il y a des gens qui vont chercher un général, qui vont chercher un humoriste, le général de Villiers, chef d'état-major, médecin, Jean-Marie Bigard, un médecin, Didier Raoult. Voilà, il y a toujours des gens qui essayent de trouver d'autres profils en pensant que ces profils-là pourraient faire mieux. Moi, ce que je vois, c'est que Marine Le Pen aujourd'hui est la plus en capacité de gagner cette élection présidentielle. Il n'y en a pas d'autre. En réalité, tous les sondages montrent qu'elle est la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron en réalité et avoir un chemin politique qui soit différent. Les autres n'arrivent pas au second tour. Les autres n'arrivent pas au second tour. Vous pouvez tester, évidemment, vous pouvez tester une star de cinéma, etc. Mais ils ne seront pas candidats, ils n'arriveront pas au second tour. Donc aujourd'hui, le choix, il est celui qui s'offre à nous, qui est de deux visions très différentes de la société. Celle
présentée par Marine Le Pen, celle présentée par Emmanuel Macron. Et je crois que et l'un et l'autre le font avec beaucoup de clarté. Justement, puisque vous parlez de la présidentielle qui va arriver vite, en moins d'un an désormais, est-ce que vous n'avez pas peur que Marine Le Pen soit également victime à son tour d'un ras-le-bol des Français qui ne veulent pas ce match qui leur est annoncé partout, à nouveau, Macron-Le Pen? Non mais ce match, c'est les Français qui vont en décider. Ils vont décider du match. Et si ce n'était pas Emmanuel Macron qui allait au second tour? Aujourd'hui, je vous rappelle que dans les derniers sondages, la personne qui est en tête, c'était Marine Le Pen. Ce n'était pas Emmanuel Macron. Alors, un peu comme pour les régionales, on est dans la marge d'erreur. Il faut bien le dire, on est à 2-3 points. Et c'est vrai qu'un an avant, à 2-3 points, on ne sait pas ce que ça peut devenir. Donc moi, je crois que pour aller aux élections présidentielles, il faut 2 choses, à mon avis, du courage et de la cohérence. Marine Le Pen, elle a ces 2 qualités. Du courage, personne ne lui enlèvera, je pense, cette qualité. Elle en a, elle l'a démontré. Et de la cohérence, parce que les choix que fait Marine Le Pen, les propositions qu'elle fait aux Français, les constats sont aujourd'hui partagés par une majorité de Français. Il y a quelques années, on nous reniait, on nous déniait même le fait de faire des constats. On n'était pas d'accord avec nos propres constats. Quand on disait oui, il y a un problème avec l'immigration, on nous contredisait. Quand on disait il y a un problème avec la sécurité, on nous contredisait. Aujourd'hui, quand on disait il y a un problème avec les éoliennes, il y a quelque temps, on nous contredisait. Aujourd'hui, il y a un accord presque d'union nationale sur de nombreux sujets sur lesquels les Français disent oui, il y a un problème avec ces sujets-là. Donc maintenant que nous sommes d'accord sur le constat, faites-nous confiance pour les solutions. Je voudrais que nous nous intéressions maintenant à la réforme sans doute emblématique ou qui pourrait l'être de ce quinquennat, quel que soit le côté duquel on la regarde par ailleurs, celle des retraites. Écoutez Emmanuel Macron. Est-ce que nous pouvons en quelque sorte ne rien faire sur la retraite dans les mois qui viennent? Il faut pour cela regarder 2 choses. D'abord, est-ce qu'on a réglé le préalable à tout, qui est la question du travail et de la reprise d'activité? Parce que je pense que c'est la mère des réformes. Pour moi, c'est la priorité absolue. Et la deuxième, c'est ensuite de voir comment la solidité de nos finances publiques est assurée dans la période. Alors, ce midi, dans BFM Politique, je recevais le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, qui a souhaité, je le cite, que l'ensemble des partis participent à cette conversation sans idéologie et acceptent de mettre des propositions sur la table sans faire descendre les Français dans la rue et juste pour que tout ça avance. Oui, faire descendre les Français dans la rue, ils se sont déjà chargés de le faire. Emmanuel Macron, Olivier Véran et leur gouvernement, ils ont mis il y a quelque temps les Français dans la rue justement sur cette réforme des retraites assez injuste, tout comme d'ailleurs sur cette réforme de l'indemnité chômage qui arrive au 1er juillet et qui va priver, je crois, 1 million de chômeurs d'à peu près 17% de leur indemnisation de chômage. C'est un autre sujet, mais n'oublions pas cela. Donc je pense qu'effectivement la réforme des retraites mérite un vrai débat, mais on ne part pas, j'allais dire, du même état des lieux. D'abord, aujourd'hui, il faut savoir, on part en retraite en moyenne en France à près de 63 ans. C'est à peu près la moyenne. Un Français sur 2 ne part pas avec une retraite pleine. Un Français sur 2, en ayant travaillé 40 ans, ne part pas avec une retraite pleine. Il y a des difficultés selon ce que vous avez fait dans la vie. Regardez, en matière de santé, un ouvrier vit 6 ans de moins qu'un cadre. Et un ouvrier, en général, il a eu un travail beaucoup plus pénible et certains voudraient les faire partir, les ouvriers, les employés, les chaudronniers, les routiers, à 65 ans, à 66 ans, à 67 ans. Donc en fait, qu'est-ce qu'on veut? Je crois que la première question à se poser, c'est quel est le type de société dans lequel on veut vivre. Nous considérons, parce que les chiffres, et on peut en parler, nous permettent de penser que c'est possible, nous considérons que partir, une fois qu'on a ces 40 annuités, quand on a ces 40 annuités, eh bien, si on peut partir à partir de 60 ans, ce n'est que justice. Et finalement, vous parlez de justice et d'égalité, c'est aussi l'argument majeur du gouvernement, qui veut en terminer avec les exceptions, qui veut que ceux qui commencent tôt puissent partir tôt. Enfin, Ça n'était pas exactement ça, la réforme d'Emmanuel Macron. D'abord, mais c'est l'argument qui est avancé, en tout cas. On nous a souvent dit, ce n'est plus tenable. Vous savez que le régime de base, aujourd'hui, il n'est pas à l'équilibre. Il est déficitaire de moins d'1 milliard d'euros. Il n'est pas dans des déficits par rapport aux milliards d'euros qu'il distribue chaque année. Le déficit du régime de base, il est de 0,8 milliards d'euros aujourd'hui. Donc ce n'est pas la crise qu'on peut imaginer, qu'on essaye de nous faire croire. Donc c'est pas nécessaire pour vous de faire la réforme des retraites maintenant? Non, en tout cas pas cette réforme-là, madame. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je crois que on nous dit toujours qu'il faut indexer. En tout cas, c'est le Conseil d'orientation des retraites qui nous dit on indexe la retraite sur le produit intérieur brut. C'est à peu près 14% du PIB. C'est à peu près le cas aujourd'hui. Dans les projections qui sont faites par ce Conseil d'orientation des retraites, c'est toujours pareil dans les années qui viennent. Donc il y a une possibilité à maintenir ce système-là et à maintenir ce que nous souhaitons, en tout cas à aller vers ce que nous souhaitons, c'est-à-dire quand vous avez vos 40 annuités, vous avez travaillé 40 ans, vous avez vos 40 annuités,
vous pouvez partir. Et ça n'est que justice. Quand nous sommes ici sur un plateau et que nous aurons un jour nos 40 annuités les uns et les autres par rapport à ce que nous avons fait de nos vies professionnelles, nous partirons peut-être tard parce que nous sommes entrés dans le monde du travail, peut-être plus tard. Mais il y a des gens qui sont entrés à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans. Et je crois que quand on a eu des métiers pénibles, chaque année, à 60 ans, quand on a eu ces 40 annuités, il n'est que justice de le faire. Juste sur les chiffres, le rapporteur de la loi, de ce qui était la loi pour les retraites, parle d'un déficit en 2020, pas seulement le régime général, mais le régime de retraite, de 23,5 milliards d'euros, et avec un retour à l'équilibre qui n'interviendrait pas avant 2030 au plus tôt. Donc il y a malgré tout un sujet de financement, et c'est d'ailleurs ce qu'a semblé dire le chef de l'État en déplacement dans le Lot, en disant que de toute façon, il fallait se poser la question de la durée du travail. Mais d'un point de vue plus politique, Sébastien Chenu, on voit bien que la stratégie de Marine Le Pen a essayé de gommer ce qu'on appelle des irritants sur toute une série de sujets, sur la sortie de l'euro, sur le rapport à l'Union européenne. Or, il y a un point sur lequel vous n'avez pas changé, c'est le sujet de la réforme des retraites. Est-ce que ce n'est pas un frein à la crédibilité qu'un certain nombre d'électeurs puissent se dire « Mais attendez, 60 ans, 40 annuités, mais il n'y a pas un pays en Europe qui fonctionne comme ça ?» Non mais monsieur, en fait, l'Union européenne va nous demander, parce qu'il faudra bien payer cette crise, de faire des sacrifices sur l'ensemble des services publics. Et le rêve de l'Union européenne, évidemment, c'est aussi nous demander, enfin c'est pas un rêve d'ailleurs, c'est leur demande, elle est assez claire, de faire des sacrifices sur la retraite. Le déficit, c'est pas l'Union européenne. D'ailleurs, vous avez vu que je ne suis pas d'accord avec vos chiffres. Simplement, je crois qu'il faut un moment, il faut savoir ce qu'on veut comme type de société. Il faut savoir l'assumer. Marine Le Pen le disait très justement dans l'extrait que vous avez passé, c'est un choix politique de société. Si nous considérons qu'il est logique, qu'il est juste, qu'il est utile, qu'on puisse partir avec après 40 annuités, alors il faudra s'en donner les moyens. Mais vous savez combien ça coûte de passer à 60 ans, 40 annuités ? Il ne vous a pas échappé que nous ne participons pas de la même vision non plus de l'économie au niveau global. C'est-à-dire que nous, lorsque nous souhaitons créer des emplois, réindustrialiser le pays, faire du patriotisme économique, du protectionnisme intelligent, nous considérons que ça va relancer la machine économique. Et puis vous avez bien vu autre chose. Aujourd'hui, on nous dit, et c'est assez nouveau, y compris dans le discours de l'Union européenne, que finalement, investir dans les services publics, ça crée de la croissance. Tiens, c'est bizarre. C'est un peu ce qu'on nous demandait. C'est un peu ce qu'on disait. C'est un peu ce que nous demandions. Investissez dans les services publics, ça créera aussi de la croissance. Bien, vous voyez, finalement, je crois qu'à un moment ou à un autre, ce sont les autres qui sont en train de nous rejoindre. Je voudrais que nous parlions de l'emploi parce que c'est un sujet qui est au cœur de ces élections régionales. Alors les Hauts-de-France évidemment ont été touchés, les téléspectateurs qui regardent l'actualité fréquemment le savent malheureusement pour des fermetures d'usines à répétition et ça s'est produit encore il y a quelques semaines avec à chaque fois une impuissance des pouvoirs publics quel que soit leur bord politique par ailleurs à ce que les usines ne ferment pas, ou à récupérer l'argent qui a été donné à ces usines pour les aider à fonctionner. Comment est-ce que vous, président de votre région, vous faites évoluer ça vraiment ? Alors, vous dites les hommes politiques, quel que soit leur bord, nous n'avons pas été aux responsabilités. Nous n'avons pas actionné les leviers que nous souhaitons actionner dans les régions. Donc, attendez de nous voir à l'œuvre pour pouvoir nous juger. En tous les cas, je sais que là où nous avons... Pas de vous n'avez pas été en fonction. Vous dites les hommes politiques de tous bords qui ont été en responsabilité. Il se trouve que ce n'est pas notre cas. Vous l'avez dit, les Hauts-de-France, c'est effectivement plus de chômage. Quand le chômage baisse en France, il baisse plus difficilement dans les Hauts-de-France. Ça veut dire que les politiques qui ont été menées dans les Hauts-de-France, elles n'ont pas eu d'effet ni amplificateur, ni correctif, donc elles n'ont servi à rien. En fait, on ne demande pas à un président de région de suivre la vague d'une baisse ou une hausse de chômage, on lui demande d'avoir une politique, d'avoir une vision qui permette de corriger cela ou d'amplifier un mouvement à la baisse. 20 000 destructions d'emplois industriels, c'est les chiffres de l'INSEE, dans notre région des Hauts-de-France. 20 000. Donc vous vous rendez bien compte que ça a tapé dur et ça continue parce que vous avez beaucoup de PME et de TPE qui ne font pas des grands plans sociaux mais qui sont en train de se séparer d'un certain nombre d'employés. Donc aujourd'hui c'est ça. Il faut changer d'abord de logique. Après j'ai quelques propositions évidemment si vous me permettez, mais il faut d'abord changer de logique. Oui, il faut qu'on passe avec des contrats d'objectifs avec les entreprises qui veulent toucher de l'argent public. Aujourd'hui d'ailleurs, plus personne ne défend l'inverse. Plus personne n'est capable de dire on aide une entreprise, un grand groupe à s'installer et puis on ne lui demande rien. Non, on doit s'engager des deux côtés. Alors l'entreprise le fait à travers un business plan. Elle va dire je m'installe ici parce que je considère qu'il y a de l'employabilité. Je considère que c'est intéressant pour mon entreprise. Les groupes industriels le font dans leur intérêt. Eh bien moi je pense qu'il faut qu'on contractualise des contrats d'objectifs, par des contrats d'objectifs, les objectifs qu'on se fixe. Et si vous n'assumez pas ces objectifs, si vous ne pouvez pas, eh bien vous devez rendre l'argent public. Bridgestone n'a toujours pas rendu l'argent public. Oui, mais alors justement, c'est sur ce point précis que je vous interroge. Parce que
ces contrats, ces arrangements, ils existent entre les entrepreneurs et les collectivités territoriales qui subventionnent en partie. La question, c'est de savoir comment contraindre à rendre cet argent. Non, mais il n'existe pas. Nous avons demandé, par exemple, qu'on le fasse avec un certain nombre de grandes entreprises, qu'on fasse des avances remboursables. Eh bien non, à chaque fois, le président de région a donné de l'argent, comme c'est transformé en fait en guichet. Et puis au moment où ça ne va pas, où l'entreprise a une autre obligation, une autre perspective, dans laquelle l'intérêt du territoire n'est évidemment pas sa première préoccupation, eh bien elle s'en va. Eh bien nous considérons qu'il faut lier l'argent public qui sera donné à l'entreprise par un contrat d'objectifs. Ils n'ont pas été faits, ces contrats d'objectifs. Maintenant, je pense qu'il y a aussi un autre volet sur lequel, et permettez-moi de faire cette proposition, c'est celui de la période d'essai pour les chômeurs. Il y a beaucoup de patrons de PME et de TPE, et là on n'est pas dans les grands groupes, patrons de PME et de TPE, c'est eux qui, en général, donnent le plus d'emplois dans notre pays. Ce sont eux qui fournissent le plus d'emplois, qui, au moment où la reprise, nous l'espérons tous, va arriver, nous souhaitons qu'elle puisse arriver, même si je doute, vu d'un certain nombre de signaux, eh bien les patrons de PME et TPE disent la période d'essai, pour nous, elle coûte cher et elle est un grand point d'interrogation parce qu'on mise sur quelqu'un, on ne sait pas si on va le garder. Eh bien moi je propose que la région prenne en charge ces 3 mois de période d'essai. Si ça marchait avec le chômeur qui finalement garde un emploi, prend cet emploi, tant mieux, et on peut peut-être regarder pour une seconde si c'est faisable, et si ça n'a pas fonctionné, ça n'aura rien coûté à la PME et la TPE. Moi, je suis l'avocat des PME et des TPE. Oui, on l'a chiffré, elle est à peu près à 126 millions d'euros. Sébastien Chenu, on va parler de la situation sanitaire, du déconfinement, puisque mercredi, c'est la deuxième étape vers le retour à la normale, avec le couvre-feu qui sera retardé à 23h, la fin du télétravail à 100%, comme vous le savez. Est-ce que vous considérez qu'il faut aller plus vite vers la libération de ces restrictions, notamment sur la fin du port du masque ? Moi, ça fait longtemps que je considère qu'il aurait fallu laisser les commerçants, les artisans et grosso modo la France qui travaille, leur donner un peu d'oxygène et les laisser travailler davantage. Là, ils travaillent. Ça, c'est sur le travail. Je le dis parce que j'ai rencontré, vous voyez, c'est ça aussi de faire une campagne électorale, sur les marchés, beaucoup de commerçants, notamment des commerçants non sédentaires qui font des marchés, qui n'ont pas touché les aides. Des commerçants aussi, des buralistes qui les ont touchés avec 2 ou 3 mois de retard et de décalage. Comment vous faites pour vivre dans ces moments-là? Vous voyez, la situation n'a pas été très rose et si on les avait laissés travailler, on n'en serait pas là parce que les aides ne compensent pas les revenus du travail. Maintenant, je pense qu'il faut aller effectivement plus vite. Je ne suis pas un scientifique, donc je ne vais pas prendre une position sur le masque dehors. Intuitivement, j'ai le sentiment que le masque porté dehors est de moins en moins supporté par les Français, mais a de moins en moins de perspectives à exister encore très longtemps. Je ne suis pas un scientifique, j'ai pas envie qu'on me dise après, ah, mais vous avez pris des positions, etc. Donc je n'en sais rien si le port du masque est encore utile dehors. Intuitivement, j'ai le sentiment qu'on se dirige vers, et je l'espère, le fait de pouvoir s'en débarrasser au plus vite. Sur la vaccination, il faut se vacciner. Sur la vaccination, justement, Sébastien Chenu, après des débuts difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. En l'état, la campagne est lancée, on a un rythme qui est élevé. L'agenda qui avait été fixé, cette fameuse règle des 10, 20, 30 millions, semble être tenu. Quand des objectifs comme cela avaient été fixés, on avait entendu notamment Marine Le Pen dire « mais on n'y arrivera jamais, ça patine ». Est-ce qu'au final, sur ce sujet-là, vous reconnaissez au moins au chef de l'État et au gouvernement le fait qu'après des débuts un peu compliqués, maintenant, ça roule plutôt et que la politique sanitaire qui est menée est bonne? Non, mais le problème, c'est qu'en fait, on aurait dû aller à la fois beaucoup plus vite si nous avions eu des vaccins en particulier. Je vous rappelle qu'on s'est mis dans la main de l'Union européenne, alors que d'autres pays importaient des vaccins ou produisaient des vaccins, que nous, d'ailleurs, il faudra voir, on en est où d'ailleurs de la production, de la réindustrialisation du pays en matière de médicaments, en matière de produits sanitaires, parce qu'on devait aussi, je le rappelle, en plus des 12 000 lits dont on n'a toujours pas vu la couleur, on devait aussi reproduire dans notre pays. Ma question était, Marine Le Pen ne croyait pas, par exemple, à l'objectif des 20 millions à la mi-mai. Ce gouvernement nous a fait perdre un temps fou. Voilà ce que je pense. C'est qu'en fait, les Français devraient être libérés depuis bien plus longtemps si ce gouvernement, dès le début de la crise, avait anticipé les choses, les avait gérées et avait écouté quelques conseils de l'opposition. C'est pas pour en faire une gloriole, c'est pas pour tirer la couverture à soi, c'est que nous avions proposé un certain nombre d'options. Il y a eu la gestion des frontières, on en a parlé en début d'émission. On a perdu 1 an avec ça. Sur les vaccins, nous avions dit ne vous mettez pas dans la main de l'Union européenne. On a perdu du temps avec ça. Alors aujourd'hui, je pense qu'il faut aller le plus loin possible. Bien sûr qu'il faut aller toujours sur la base du volontariat.
toujours sur la base du volontariat, donner la capacité à chacun de pouvoir se vacciner, mais sincèrement. Donc quand certains disent, éventuellement, si à la rentrée on atteint une sorte de plafond de verre, il faudrait vacciner de façon obligatoire, soit les plus fragiles, soit ce contingent qui reste, ça c'est quelque chose que vous excluez totalement. Moi je déteste ce type d'atteinte aux libertés, l'idée de vacciner de façon obligatoire. Je suis même pas sûr que vous l'accepteriez vous-même. Vous allez accepter, Benjamin Duhamel, qu'on vienne vous vacciner obligatoirement? Eh bien, écoutez, je pense que ça susciterait chez beaucoup de personnes tous les vaccins obligatoires pour aller à l'école, et je pense, non mais d'accord, mais enfin quand on est majeur, quand on est un enfant mineur à la charge de ses parents, c'est autrement. Et je veux dire, quand on est majeur, je pense que ça aurait l'effet inverse. Ça détournerait beaucoup de Français de la confiance en la vaccination. Donc laissons les Français, vous savez, ils sont très responsables. Quand ils voient que ça fonctionne, le vaccin protège, eh bien les Français se vaccinent. Demain, en plus de votre campagne pour les régionales, vous aurez en tant que député à examiner en 3e lecture le texte dit bioéthique, avec un sujet central qui est la PMA pour toutes. Il y a eu des milliers d'amendements à ce texte, c'est la 3e fois qu'il revient devant l'Assemblée nationale. Une nouvelle fois, Olivier Véran, que je recevais ce midi, nous a garanti, je dis me garanti puisqu'il me parlait à moi, mais nous a garanti que ce texte passerait et que cette promesse faite aux Françaises concernées serait effective. Est-ce que vous allez voter, vous, ce texte? Non, moi j'ai voté contre et j'ai beaucoup réfléchi avant de voter contre. Regardons ce dont nous parlons, donc c'est l'ouverture de la PMA aux couples de femmes. Moi je me suis posé 3 questions. Est-ce que ceci pose un problème? Est-ce qu'on met le doigt sur un problème de parentalité? Est-ce qu'on peut être un couple de femmes et être de bons parents? Ou un couple d'hommes d'ailleurs et être de bons parents? Évidemment qu'on peut être un couple de femmes ou un couple d'hommes et d'être d'excellents parents. Il n'y a pas de problème sur ça. Je pense que je me suis posé la question, est-ce que c'est un problème lié à la filiation? Et j'ai écouté les débats. Oui, je pense qu'en réalité, le problème central de tout ça, c'est la filiation. Parce qu'en fait, une fois que la PMA sera ouverte aux couples de femmes, les couples d'hommes demanderont l'accès aux mêmes droits. Comment voulez-vous dire qu'un couple d'hommes, vous n'avez pas le droit? Mais sauf que la technique pour un couple d'hommes, pour avoir les mêmes droits, c'est la GPA. Et lorsque vous ouvrez la boîte, qui est l'accès à la GPA, vous entrez dans un autre type de société, dans laquelle, on le dit, c'est la marchandisation des corps. Alors, moi, je ne veux pas... Sur ce sujet, le gouvernement a toujours dit qu'il excluait l'ouverture et l'autorisation et la légalisation de la GPA. Il y a quelque temps, on disait la PMA n'inclura pas la GPA. Et puis il y a déjà des députés En Marche qui disent c'est le premier pas. Écoutez ce que dit le rapporteur Jean-Louis Touraine. Il dit bien sûr qu'il faudra une GPA. Il faudra même une GPA post-mortem. C'est-à-dire vous pourrez même prélever pour pouvoir avoir des enfants. C'est des initiatives individuelles en réalité. D'accord, mais ça commence toujours par des initiatives individuelles. Donc moi, je crois que protéger, puisque c'est le slogan de ma campagne régionale, mais c'est aussi l'idée que je me fais de mon rôle de législateur, protéger la société. Ce n'est pas empêcher des gens d'avoir des enfants, c'est de les accompagner, mais c'est, je crois aussi, protéger la société d'une ouverture vers la GPA qui, à mon avis, n'amènerait que des conséquences sur lesquelles nous aurions beaucoup à redire. Il y a un autre sujet, vous avez vu 270 de vos consoeurs, confrères députés qui ont signé une tribune pour demander un débat et un vote sur la fin de vie. En France. Quelle est votre position à ce sujet, Sébastien Chenu? C'est difficile, hein. Vous savez, les sujets de société sont, à mon avis, devraient être tranchés par la société quand c'est possible, c'est-à-dire par le référendum. Mais sur la fin de vie, moi je crois, j'ai la faiblesse de penser que la loi Leonetti est encore aujourd'hui la meilleure réponse. Je suis perplexe. Pour être très honnête, c'est-à-dire que je n'ai pas tellement envie de voter une loi légalisant le suicide assisté. Je ne me vois pas faire cela. Ça pose trop de questions. Ça ne règle pas suffisamment de problèmes parce qu'on vous présente toujours les problèmes évidemment sous la meilleure façon. Vous êtes à la fin de votre vie, vous êtes entouré des vôtres, vous voulez partir dignement. Oui, mais ça ne se passe pas toujours exactement comme cela. Je crois même que ça se passe assez rarement comme cela. Ça mériterait pas un nouveau débat à l'Assemblée nationale? Là encore, bien sûr, le législateur doit savoir comment il protège, et notamment comment il protège celui qui est le plus en difficulté, la personne la plus âgée, la personne qui n'a pas de famille, la personne... Enfin, vous voyez, ce sont des débats très lourds. Je pense que notre société doit progresser là-dessus. Moi, je ne suis pas acquis aujourd'hui à une loi autre que la loi Leonetti, qui me semble être quand même le meilleur des remparts aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Sébastien Chenu d'avoir été notre invité aujourd'hui dans BFM TVSD. Merci Mathilde, merci Benjamin.